J'ai toujours cru qu'un père, c'est comme le chêne dans le jardin. On peut grimper dessus, s'y accrocher, parfois même l'oublier. Mais il reste là, solide, à protéger la maison. Je m'appelle Marcel, j'ai 68 ans et mes mains, abîmées par 40 ans de travail à l'usine et de bricolage le dimanche, racontent l'histoire d'une vie entière consacrée à offrir à mon fils, Julien, une vie plus douce que la mienne. Mais un chêne, quand on le néglige trop longtemps, il finit par comprendre qu'il vaut bien plus que ceux qui s'abritent sous ses branches. C'était le 23 décembre. Le froid mordait dehors, mais dans ma poitrine, c'était le printemps. Je m'étais levé à 5 heures du matin, comme je le fais depuis toujours. J'avais nettoyé ma petite maison de Picardie, jusqu'à ce que le carrelage brille. J'avais sorti la nappe brodée, celle que ma défunte femme avait reçue de sa mère, pour la table de la salle à manger. Je préparais le réveillon. Pas n'importe quel réveillon, le réveillon. J'avais économisé chaque centime de ma retraite modeste pendant 3 mois. J'avais renoncé à mes médicaments pour la circulation, je prenais des tisanes à la place, juste pour pouvoir acheter un beau chapon fermier et les ingrédients de la bûche au chocolat, que ma belle-fille, Sophie, disait adorer. « Cette année va être belle, Marcel », me disais-je en frottant le chapon avec du beurre et des herbes de Provence. « Julien va amener les enfants tôt, on va rire, on va oublier les soucis. » Mes petits-enfants, Lucas et Emma, étaient la lumière de mes yeux. J'avais déjà emballé les cadeaux, un ballon de foot pour lui et une poupée qui parle pour elle. Pas des jouets de grande marque. Je les avais trouvés au marché aux puces, mais je les avais enveloppés avec du papier rouge et un ruban doré. L'amour n'a pas d'étiquette de prix. Le téléphone a sonné à 14 heures. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, souriant. Ça doit être lui qui demande s'il faut apporter du champagne, ai-je pensé. Allô ? Salut, papa. La voix de Julien était étrange. Pas de chaleur, juste de l'empressement. T'es occupé ? Je prépare le chapon, fiston. Ça sent déjà bon dans toute la maison. Et j'ai préparé la chambre des enfants pour qu'ils puissent faire la sieste s'ils sont fatigués après le réveillon. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. Ce genre de silence qui vous glace le sang. Écoute, papa, c'est justement de ça que je voulais te parler. Il a pris une grande inspiration, comme s'il prenait son courage à 2 mains pour arracher un pansement. Sophie et moi, on a discuté. Tu sais, ça a été une année difficile. Beaucoup de travail, beaucoup de stress. On est épuisé. Je sais, fiston. C'est pour ça que vous venez ici. Je m'occupe de tout. Vous n'avez qu'à vous reposer et manger. Non, papa, tu comprends pas. Sa voix s'est durcie. On a décidé que cette année, Noël serait différent, plus intime. Mon sourire s'est fané doucement. Intime ? Comment ça ? Ça va être juste Sophie, moi et les enfants, papa, dans notre appartement à Paris. Pas de visite, pas de bruit, pas besoin de faire des politesses. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Faire des politesses ? Moi, ton père, je suis une visite à qui on fait des politesses ? Papa. Il a essayé d'argumenter. J'ai déjà acheté le chapon. J'ai acheté les cadeaux des petits. Je suis ton père. Je vais passer Noël tout seul ? C'est là qu'il a lâché la phrase. Ah, la phrase que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Oh papa, fais pas ton drama. T'es habitué à être seul. On a besoin de ce moment pour nous. Comprends-nous, papa. Cette année, Noël, c'est juste pour la petite famille. Moi, ma femme et mes enfants. Notre famille nucléaire. Petite famille nucléaire. J'ai regardé la photo de lui sur le buffet, celle de sa remise de diplôme à l'école d'ingénieur, payée avec l'argent de mes heures supplémentaires et de mes week-ends sacrifiés. À cette époque-là, je n'étais pas famille nucléaire. À cette époque-là, quand j'étais utile, je comptais. D'accord, Julien, ai-je dit. Ma voix était morte. Si c'est ce que vous voulez. La petite famille. Ah, super que tu comprennes. Je savais que t'allais pas faire d'histoire. Après le 25, on passera récupérer les cadeaux des enfants. Bisous, papa. Ciao. Et il a raccroché. Pas de « je t'aime ». Pas de « joyeux Noël ». Je suis resté là, tenant le téléphone, écoutant la tonalité. J'ai regardé le chapon dans son plat. J'ai regardé la table dressée avec la nappe brodée. J'ai regardé les 2 cadeaux emballés sur le canapé. La maison,
qui semblait pleine de joie quelques minutes avant, est soudain devenue immense et vide. Le silence hurlait dans mes oreilles. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine et les larmes ont coulé. Ce n'étaient pas des larmes de caprice, ce n'était pas une douleur physique. Ça faisait mal à la poitrine. Ça faisait mal de savoir que j'avais été jeté comme un vieux vêtement qui ne sert plus. Petite famille, j'étais exclu. J'étais le reste. Mes amis, si vous me suivez déjà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire de quelle région de France vous regardez cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Les Conseils de Papy, c'est le moment. Je n'ai pas eu le courage de cuire le chapon. Pour qui? Pour moi et les mouches? J'ai rangé la viande au congélateur. J'ai éteint les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées à la fenêtre. J'ai fermé les rideaux pour ne pas voir le bonheur des voisins. Le soir du réveillon, le 24 décembre, la rue était en fête. Pétards, musique, rire. Je suis allé jusqu'au placard et j'ai pris un sachet de soupe instantanée aux légumes. J'ai fait chauffer l'eau, je me suis assis à table tout seul, dans la pénombre. Pendant que j'avalais cette soupe fade, ravalant mes larmes avec les vermicelles mous, j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur les réseaux sociaux, ceux que ma voisine m'a appris à utiliser. Je suis allé sur le profil de Julien. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang, puis m'a fait bouillir. Il y avait une photo postée il y a 10 minutes. Ce n'était pas dans leur appartement, en pyjama. Ils étaient dans un hôtel de luxe à Courchevel, tous habillés en blanc, souriant, des coupes de champagne à la main. La légende disait « Noël inoubliable avec mes amours, famille blindée, gratitude, la belle vie ». Ils avaient menti. Ils ne voulaient pas rester tranquilles à la maison. Ils voulaient voyager, dépenser, frimer. Et moi, j'étais l'encombrement. J'étais le vieux pauvre qui ne collait pas avec le décor de luxe de leur Instagram. Ils avaient honte de moi. Honte de ma simplicité. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. Mais ce n'était pas mon cœur. Ce qui s'est cassé, c'était mon aveuglement de père. J'ai posé la cuillère dans la soupe. Je me suis levé doucement. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma commode et j'en ai sorti une enveloppe Kraft de la banque. J'ai ouvert le relevé bancaire du 20 décembre. J'ai regardé le chiffre imprimé. 380 000 €. C'était l'argent de la vente de la ferme de mon père dans le lot, qui avait été racheté par un promoteur immobilier. L'argent était arrivé sur mon compte il y a une semaine. J'allais leur annoncer à Noël. J'allais donner un chèque de 100 000 € à Julien en cadeau pour qu'il rembourse une partie de son crédit immobilier. J'allais payer l'école privée des petits-enfants pour toute l'année. J'allais leur faire la surprise de leur vie. Mais maintenant, en regardant leurs photos au ski et ma soupe à 50 centimes, j'ai replié le relevé calmement. « Petite famille, hein Julien ?» ai-je murmuré dans le noir de ma chambre. « Eh bien, ta petite famille est riche en apparence. Moi, je suis riche pour de vrai, et tu ne verras pas la couleur de cet argent. » Je me suis endormi l'âme lavée, pas par le pardon, mais par la lucidité. Le vieux Marcel naïf était resté en 2024. Janvier est passé lentement. Ils ne sont pas venus chercher les cadeaux. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés. Je savais qu'ils profitaient de la vie, dépensant ce qu'ils avaient et ce qu'ils n'avaient pas. J'ai continué ma routine. Messe le dimanche, marcher le samedi, bricolage dans le garage. Mais maintenant, je marchais la tête haute. J'avais un secret de 380 000 €. C'est début février que leur château de cartes s'est effondré. Le téléphone a sonné un mardi pluvieux. C'était Julien. « Papa, papa, pour l'amour de Dieu !» Sa voix était pure panique. Rien de cette froideur de Noël. « T'es à la maison ?»« Oui, Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Sophie, elle a fait un AVC, papa. On est à l'hôpital, là. C'est grave. Elle a besoin d'une opération en urgence au cerveau, mais la mutuelle a des délais de carence parce qu'on n'a pas payé les cotisations. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, fiston ? Ai-je demandé. Ma voix était calme, froide comme du marbre. Julien s'est arrêté une seconde, choqué par mon ton. Papa, c'est la vie de Sophie. Il demande 50 000 € d'avance pour opérer. On n'a pas l'argent. On a tout claqué dans le voyage, dans la carte bleue.
Papa, tu dois nous aider. Tu as ta petite maison en Picardie, vends-la. Fais un prêt. Pour l'amour de Dieu, aide-nous. J'ai tenu le téléphone. Je me suis souvenu de la soupe. Je me suis souvenu de la photo à Courchevel. Je me suis souvenu de la petite famille. J'avais l'argent. Je pouvais transférer maintenant depuis l'application sans bouger de ma chaise. Mais si je faisais ça, je serais le paillasson de toujours. Je leur sauverais la mise et la semaine prochaine, je serais oublié de nouveau. Non pas cette fois. Julien, ai-je dit, arrête de crier. Papa, elle va mourir, viens me chercher, je vais à l'hôpital. Tu vas payer? Tu as de l'argent? Je vais à l'hôpital, ai-je répété sans rien promettre. Et Julien? Quoi? Viens avec la voiture normale, pas avec cette berline allemande de luxe, parce que si je vois cette voiture, je ne monte pas. J'ai raccroché. Je suis allé devant le miroir. J'ai passé un peigne dans mes cheveux blancs. J'ai mis mon plus beau costume, un costume gris, sobre mais impeccable. J'ai pris ma sacoche en cuir, celle de mon père. Dedans, le relevé bancaire et mes lunettes. Je n'allais pas là-bas comme un grand-père inquiet. J'allais là-bas comme le banquier, comme le maître de leur destin. Ils voulaient une petite famille. Ils allaient découvrir que sans le vieux à la soupe, la petite famille ne tient pas une journée. Je me suis assis dans le fauteuil du salon et j'ai attendu. Je ne ressentais pas de pitié, je sentais que l'heure de vérité était arrivée. Et j'étais prêt à faire payer chaque larme que j'avais versée à Noël. Pas avec de l'argent, mais avec de l'obéissance. La voiture de VTC s'est arrêtée devant mon portail. Ce n'était pas la berline allemande gris métallisée qu'ils aimaient exhiber. C'était une Clio blanche, cabossée sur le côté. Julien est descendu du siège arrière, les cheveux en bataille, le visage gonflé et rouge. La pluie fine de février mouillait ses vêtements, mais il ne semblait même pas la sentir. Je suis resté sur le perron, tenant ma sacoche à deux mains, observant la scène. L'homme qui courait vers moi ne ressemblait en rien au fils arrogant qui m'avait appelé à Noël. Il ressemblait à un enfant perdu, mais je n'ai pas bougé pour le prendre dans mes bras. Je suis resté solide comme un poteau de lumière au milieu de la tempête. « Papa, viens, monte vite !» Il a crié en ouvrant le portail avec force. « Le temps presse !» J'ai marché doucement jusqu'à la voiture. Je suis monté sans dire un mot. Le chauffeur, un jeune homme, m'a regardé dans le rétroviseur, surpris. « À l'hôpital, jeune homme. Et vous pouvez rouler vite !» ai-je ordonné d'une voix calme de celui qui commande. Pendant le trajet, Julien sanglotait à côté de moi. Il a essayé de prendre ma main. J'ai retiré mon bras et l'ai posé sur mes genoux, les doigts croisés. Ce n'était pas le moment des câlins, c'était le moment de la lucidité. Le médecin a dit que l'artère est bouchée à 90%, a-t-il balbutié, essayant de justifier son désespoir. Si on n'opère pas maintenant, elle ne passera pas la nuit. J'ai regardé la ville défiler rapidement par la fenêtre. « Et l'argent, Julien ?» ai-je demandé sans le regarder. « Il est tout, l'argent de la famille qui réussit. Vous n'êtes pas riche? Vous n'êtes pas allé au chalet 5 étoiles à Courchevel ?» Il a bloqué ses pleurs sur le cou. Il a tourné son visage vers moi, les yeux écarquillés de stupeur. « Tu as vu ?»« J'ai vu. » J'ai tourné mon visage doucement pour le fixer. J'ai vu les photos, le champagne, les sourires. Pendant que je mangeais de la soupe en sachet tout seul dans le noir, vous trinquiez à la famille blindée. Elle est tout, la blindage maintenant, Julien. Le champagne paie l'opération. Il a baissé la tête, humilié. On a tout dépensé, papa. Le plafond des cartes a explosé pendant le voyage. Sophie pensait qu'une prime allait tomber en janvier, mais elle n'est pas tombée. On tourne au découvert depuis 2 mois. Irresponsable! J'ai lâché le mot comme une sentence. Vous n'êtes pas des adultes. Vous êtes des enfants qui jouent à la dinette avec l'argent de la banque. La voiture a freiné à l'entrée des urgences. Le chaos de l'hôpital privé était chic, mais l'odeur de mort et de peur est la même partout, que ce soit à l'hôpital public ou à la clinique des riches. Julien a couru vers l'accueil. Je l'ai suivi, à mon rythme, le dos droit. La réceptionniste, une jeune femme en uniforme impeccable, a regardé Julien avec cet air de « Je suis désolé, mais sans argent, il ne se passe rien ».
Monsieur Julien, comme je vous ai dit, le service financier n'a pas autorisé l'hospitalisation sans le dépôt préalable pour le matériel. Votre mutuelle est suspendue pour défaut de paiement de la dernière mensualité. Mais c'est une urgence, Julien a crié en tapant sur le comptoir. Vous ne pouvez pas la laisser mourir. Nous avons stabilisé la patiente aux urgences, monsieur, mais l'opération qui est la procédure définitive nécessite la régularisation. Ce sont 48 500 €. Julien s'est tourné vers moi, il tremblait de la tête aux pieds. « Papa, s'il te plaît, tu as dit que tu venais aider. Tu peux trouver cet argent? Vendre la maison du lot? Faire un emprunt? Pour l'amour de Dieu, aide-moi. » J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la réceptionniste qui nous observait avec pitié. J'ai ouvert ma sacoche doucement, pas avec précipitation, mais avec précision. J'ai sorti mes lunettes de lecture, je les ai mises sur mon nez. Puis, j'ai sorti l'enveloppe Kraft pliée. Je n'ai besoin de rien vendre, Julien, ai-je dit fort pour que tout le monde entende. Parce que contrairement à vous, je ne dépense pas ce que je n'ai pas. J'ai sorti le relevé bancaire de l'enveloppe. Je l'ai tendu devant le visage de mon fils. Il a lu le solde, 380 000 €. Sa bouche s'est ouverte. Il a regardé le papier, puis moi, puis le papier encore. On aurait dit qu'il voyait un fantôme. 380 000, a-t-il murmuré, incrédule. Tu as presque 400 000 € sur ton compte. D'où ça sort? De mon passé, de l'héritage de mon père, de mon travail? J'ai rangé le relevé. L'argent des gens honnêtes et économes. Papa! Il a attrapé mon bras, les yeux brillants d'un mélange écœurant de soulagement et de convoitise. Dieu merci. Paix, papa, paix maintenant. Sophie est en train de mourir. J'ai tiré mon bras avec force, me libérant de lui. Je ne suis pas ton distributeur automatique, Julien. Le silence à l'accueil a été absolu. Même le téléphone a cessé de sonner. Quoi? Il a bégayé. Papa, tu vas la laisser mourir avec tout cet argent en poche? Par vengeance? À cause de Noël? Ce n'est pas de la vengeance, c'est du commerce, ai-je dit froidement. Je vais payer, mais j'ai des conditions. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Parfait. Je me suis tourné vers la réceptionniste. Mademoiselle, pouvez-vous émettre la facture ou me donner les coordonnées pour le virement? Je vais payer comptant. Pendant que la jeune femme tapait nerveusement, je me suis retourné vers Julien et j'ai pointé mon doigt vers son visage. Écoute bien, Julien. Je vais sauver la vie de ta femme, mais à partir du moment où mon argent quitte mon compte pour entrer dans celui de cet hôpital, votre vie financière m'appartient. Comment ça? A-t-il demandé, confus et effrayé. C'est fini la fête, c'est fini le chalet, c'est fini le luxe. Je vais payer l'opération, mais le trou que vous avez creusé ne s'arrête pas là. Vous devez des charges de copropriété, vous devez des mensualités de voiture, vous devez l'école des enfants. Il a hoché la tête en pleurant. « Alors je vais prendre le contrôle », ai-je déclaré. « Je vais auditer les comptes de ton foyer. Je vais voir chaque centime qui entre et qui sort. Et si je trouve une dépense superflue, un café à 5 €, je vous lâche sur le champ. Compris? » Compris, papa. Tu vas nous aider à nous organiser? Je ne vais pas aider, Julien. Je vais commander, ai-je corrigé sèchement. Et il y a encore une chose. Quoi? Sophie va avoir besoin de soins post-opératoires. Une infirmière à domicile, c'est cher. Vous n'avez pas d'argent. Donc je vais m'installer dans votre appartement à Paris. Ses yeux ont sauté de leurs orbites. Toi, vivre chez nous? Mais on n'a pas de chambre d'amis aménagée. Sophie aime son intimité, La petite famille. C'est fini, Julien. Ai-je coupé avec impatience. Je viens là-bas. Je m'installe dans la chambre qu'il faudra, même si c'est le salon. Je vais surveiller sa récupération et je vais surveiller où mon argent est dépensé. Si tu ne veux pas, pas de problème. Je garde mon argent, je prends un taxi et je rentre chez moi manger ma soupe. Le choix est tien, le cerveau est celui de ta femme. Julien a regardé vers la porte des urgences où les médecins s'affairaient. Il m'a regardé, moi, debout là comme une statue de pierre. Il n'avait pas le choix. Son orgueil était coincé par mon compte en banque. D'accord, a-t-il baissé la tête, vaincu. D'accord, papa, comme tu veux. Parfait. Je me suis tourné vers le comptoir.
Vous pouvez me passer le terminal, mademoiselle? Par carte. J'ai payé les 48 500 € sans que ma main tremble. J'ai pris le reçu, je l'ai plié avec soin et je l'ai rangé dans mon portefeuille à côté du relevé. Ce petit papier jaune n'était pas qu'un reçu. C'était l'acte de propriété de leur âme. Maintenant, assieds-toi là et prie, ai-je ordonné à Julien en montrant les chaises en plastique dur. Parce que le côté financier, je l'ai réglé. Le côté vie, c'est entre les mains de Dieu. Et si elle survit, elle va devoir se confronter à moi. Je me suis assis sur la chaise à côté, mais j'ai gardé une distance. J'ai croisé les jambes. Pendant qu'on attendait, Julien pleurait doucement, envoyant des messages sur son téléphone, probablement en mentant à ses amis riches, disant que tout était déjà réglé. Moi, je n'ai pas pleuré. Je suis resté à regarder le plafond blanc, pensant à la stratégie. Je venais de dépenser presque 50 000 €. Ça faisait mal. Ça faisait mal parce que j'avais sué pour économiser ça. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas victime. Je me sentais le maître du jeu. Ils croyaient que j'étais le papy démuni qui mendiait une place à table pour Noël. Ils allaient découvrir que j'étais l'investisseur majoritaire de leur vie. Et un investisseur ne demande pas de câlin. Un investisseur exige des résultats. Mes amis, cette histoire vous touche ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à les conseils de Papy si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer ces récits. Et dites-moi en commentaire, est-ce que Marcel a raison de réagir comme ça? Quand le médecin est apparu, 4 heures plus tard, suant et fatigué, Julien a couru vers lui. « Docteur, tout s'est bien passé. Elle est forte, mais son cerveau a beaucoup souffert. Le stress et la mauvaise hygiène de vie ont failli la tuer. La récupération va être longue et rigoureuse. Pas d'effort, pas de nervosisme, alimentation contrôlée. Si elle sort des clous, elle y passe. » Julien a soupiré de soulagement et m'a regardé, espérant un câlin de célébration. Je suis resté assis. J'ai juste hoché la tête pour le médecin. « Merci, docteur, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas. Les clous, c'est moi qui vais les tracer. » Je me suis levé, j'ai lissé mon pantalon. « Julien, donne-moi les clés de l'appartement maintenant. Mais je vais rester ici avec elle en soins intensifs. »« Tu restes ? » ?»« Moi, je dois voir l'état du terrain avant de commencer l'intervention. Je vais chercher mes affaires chez moi et je vais chez vous. »« Mais papa, l'appartement est en désordre. La femme de ménage n'est pas venue cette semaine. Encore mieux, j'ai souri sans montrer les dents. Comme ça, je vois la vérité toute nue. Donne-moi les clés. » Il a sorti le trousseau de clés de sa poche et me l'a tendu. Sa main tremblait en lâchant le métal dans ma paume. Il savait qu'il livrait le contrôle de son sanctuaire. « Ah, et Julien ?»« Oui. »« Ce chapon de Noël ?» ai-je demandé. « Quoi, le chapon ?» Je l'ai jeté. Mensonge. Je l'avais mangé tout seul petit à petit pendant la semaine, célébrant ma propre compagnie. Mais je voulais qu'il ressente la perte. Chez moi, on ne garde pas les restes de ceux qui ne respectent pas. J'espère que chez toi, il y a de la vraie nourriture, parce qu'à partir de demain, c'est moi qui fais les courses. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai appelé mon propre taxi et je suis rentré chez moi faire ma valise. Pendant que je pliais mes vêtements simples, j'ai senti une force nouvelle dans mes bras. Ce n'était pas de la colère. La colère passe. C'était de l'autorité. J'allais dans l'appartement de luxe, mais pas comme une visite indésirable. J'allais comme l'administrateur, le PDG de cette faillite morale et financière. Il voulait une petite famille. Eh bien, maintenant, la famille avait un chef de famille, et l'exécution silencieuse de mon plan ne faisait que commencer. La clé a tourné dans la serrure, avec un clic doux. J'ai poussé la lourde porte en bois laqué, et je suis entré dans le sanctuaire de la petite famille. L'appartement sentait la lavande artificielle et la climatisation, même sans personne. C'était un de ces endroits qui ressemblent à une couverture de magazine. Canapé beige clair sur lequel personne ne peut s'asseoir pour ne pas le salir. Tapis moelleux, une télévision de la taille d'un mur. Tout très beau, tout très froid. Pas un seul cadre, avec une photo de famille, juste des tableaux abstraits qui ne disent rien. J'ai fermé la porte derrière moi. Le silence était absolu. Très bien.
ai-je murmuré en posant ma vieille valise sur le parquet qui brillait comme un miroir. Voyons ce que cette belle coquille cache. J'ai commencé mon inspection, pas comme un père curieux, mais comme quelqu'un qui évalue une entreprise en faillite. Je suis allé directement à la cuisine. Elle était moderne, comme on dit. Un îlot en marbre au milieu, des placards miroirs, un réfrigérateur américain à 2 portes avec distributeur de glaçons sur le devant. J'ai ouvert le réfrigérateur. Ce que j'ai vu était le portrait de la misère déguisée en luxe. Il y avait des bouteilles de vin blanc, des pots d'olive importés, des fromages avec des noms que je ne savais même pas prononcer, mais qui avaient déjà les bords durs et verdâtres. Il y avait des restes de sushis dans des boîtes en plastique. Il y avait des pots de sauce, toutes prêtes, pleines de conservateurs, mais pas une feuille de salade, pas un litre de lait, pas un fruit frais. C'était un frigo de gens qui mangent dehors et qui n'utilisent la cuisine que pour prendre des photos. Du poison, ai-je décrété. Tout ça, c'est du poison. J'ai cherché sous l'évier et j'ai trouvé un rouleau de sacs poubelles noirs, ceux de 100 litres. J'ai commencé le ménage sans pitié. J'ai pris les fromages chers et moisis, poubelle. J'ai pris les sauces pleines de sel qui bouchent les artères, poubelle. J'ai pris les restes de nourriture périmée, poubelle. J'ai ouvert le placard, paquet de biscuits chics, chocolat, chips, tout à la poubelle. En 20 minutes, la cuisine était vide, mais propre. Le sac poubelle était lourd, gonflé du gaspillage de l'argent qu'il n'avait pas. Ensuite, je suis allé dans la buanderie. La machine à laver était moderne, pleine de boutons. Mais le panier de linge sale débordait. Chemise de marque de Julien, robe de Sophie, uniforme des enfants, tout en boule. La femme de ménage avait dû arrêter de venir depuis des semaines, faute de paiement. Et Julien, ai-je dit à la pile de linge sale, le prince va devoir apprendre à utiliser la lessive. Je suis retourné au salon, je me suis assis dans le fauteuil du papa, j'ai pris la télécommande et j'ai éteint la climatisation centrale. Le silence de la machine qui s'arrête fut un soulagement. J'ai ouvert les rideaux épais et les baies vitrées du balcon. L'air chaud de l'après-midi est entré, apportant le bruit de la ville, l'odeur de la vraie vie. Je suis allé jusqu'à ma valise, j'en ai sorti mon tablier de combat, j'en ai sorti mon chapelet, et je l'ai posé sur la table basse en verre, bien au milieu, marquant le territoire. Je n'allais pas cuisiner ce jour-là, j'allais attendre. Ils sont arrivés le soir. Sophie est venue en ambulance jusqu'à la porte de l'immeuble, et elle est montée en fauteuil roulant, poussée par un infirmier, avec Julien à côté portant les sacs de médicaments. J'étais assis dans le salon avec la lumière éteinte, juste avec la clarté de la rue. Quand Julien a allumé la lumière, il a sursauté en me voyant là, immobile dans le fauteuil. « Ah, papa, tu m'as fait peur. Pourquoi t'es dans le noir? Et pourquoi il fait aussi chaud ici? La clim est en panne ?»« La clim coûte de l'argent, Julien, » ai-je répondu sans me lever. « Et la lumière aussi. La fenêtre ouverte, ça aère gratis et ça renouvelle l'air. Le médecin a dit qu'elle a besoin d'air pur, pas d'air vicié de filtres sales. » Julien a soufflé, mais il était trop fatigué pour discuter. L'infirmier a aidé Sophie à passer du fauteuil au canapé. La femme était pâle, la main sur la tête opérée. Elle semblait avoir 10 ans de plus. « Merci », a murmuré Sophie à l'infirmier, qui est parti aussitôt. On est restés tous les trois. Le triangle de la dette. « Je vais préparer quelque chose à manger », a dit Julien en se dirigeant vers la cuisine, essayant de garder un semblant de normalité. « Je vais commander une pizza légère ou voir s'il y a quelque chose dans le frigo. » J'ai pivoté dans le fauteuil pour observer. J'ai entendu le bruit du frigo qui s'ouvre, puis le cri. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Julien est revenu dans le salon, les yeux exorbités. « Papa, où sont les choses du frigo? Où est mon brie? Où est le pâté aux truffes qu'on a rapporté du voyage? Le frigo est vide. » J'ai jeté, ai-je répondu calmement. « Jeté ?» Il avait l'air d'avoir une attaque. « Papa, ça a coûté une fortune. C'était des déchets moisis et de la nourriture industrielle. » ai-je dit en me levant et en marchant vers lui. Je me suis mis face à face. « Ta femme vient de se faire ouvrir le crâne par une scie électrique parce que ses artères étaient bouchées de gras et de stress.
Tu voulais lui donner du pâté aux truffes pour l'achever et hériter des dettes plus vite? Julien a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. La logique était brutale. Et la pizza non plus, ça ne va pas arriver. Ai-je continué. La pizza, c'est du sel, de la graisse et ça coûte 25 €. Mais on doit manger quelque chose, a-t-il crié, désespéré par la faim et la colère. On va dîner quoi? Du vent? J'ai apporté ma gamelle. J'ai montré la cuisine. Il y a du riz, des lentilles et un pot-au-feu que j'ai fait hier. C'est dans un Tupperware sur le plan de travail. Je réchauffe pour vous. Du pot-au-feu, a gémi Sophie depuis le canapé. Marcel, je déteste le pot-au-feu. Je l'ai regardé. Ton cerveau adore le pot-au-feu, Sophie. Et à partir d'aujourd'hui, c'est ton cerveau qui commande ton estomac, pas ta gourmandise. Je suis allé à la cuisine, j'ai réchauffé la nourriture au micro-ondes, le seul appareil que j'ai approuvé. J'ai servi 3 assiettes. Je les ai posées sur la table. Venez. Sophie a dû être aidée pour marcher jusqu'à la chaise. Julien s'est assis à table avec une mine dégoûtée. Ils ont mangé en silence. La nourriture était bonne, assaisonnée avec de l'ail et des oignons véritables. J'ai vu Julien racler son assiette malgré lui. La faim est le meilleur des assaisonnements. Quand ils ont fini, Sophie a repoussé son assiette. Bon, demain je vais au supermarché regarnir les stocks. Je vais acheter des trucs sains promis. Du saumon, des asperges, du quinoa. J'ai ri. Un rire sec, court. Avec quel argent, Sophie? Je passe la carte bleue. Le mois a tourné. Il doit y avoir un peu de plafond de libéré. Donne-moi la carte, et celle de Julien aussi. Quoi? La carte? Elle m'a regardé comme si je lui demandais son bras. Papa, arrête ça. Tu nous traites comme des enfants. Parce que vous agissez comme des enfants. Ai-je tapé du poing sur la table. Les assiettes ont vibré. Vous me devez 50 000 €. Vous devez à la banque. Vous devez aux charges de copropriété. Vous devez à l'école des enfants. Et tu veux acheter du saumon et des asperges. Tu sais combien ça coûte le kilo de saumon? Sophie a croisé les bras, provocatrice. Je ne vais pas manger des sardines, Marcel. J'ai un certain niveau de vie. Tu avais un niveau de vie, ai-je corrigé. Maintenant, tu as un niveau de dette. Et tant que vous me devrez de l'argent, le niveau, c'est le mien. Riz, lentilles, œufs, poulet et légumes de saison. Et pas de marque. Julien, plus raisonnable ou plus effrayé par la mort, a sorti son portefeuille de sa poche avec difficulté. Il en a tiré 2 cartes noires, des cartes premium, avec des miles et du prestige. Il les a posées sur la table et les a poussées vers moi. « Tiens, Marcel, Sophie a raison, on ne peut pas payer la facture le mois prochain. »« Julien !» Sophie a couiné, trahi. « Tu lui donnes nos cartes? Donne-les, Sophie !» a-t-il dit, épuisé. « C'est fini, la fête est finie. » Sophie a pleuré de rage, a sorti sa carte de son sac à main de marque et l'a jetée dans ma direction. La carte a heurté ma poitrine et est tombée par terre. Je n'ai pas bronché. Je me suis baissé doucement. Mon dos m'a fait mal, mais je n'ai rien montré. J'ai ramassé la carte par terre. Parfait. Je suis allé à la cuisine. J'ai pris les ciseaux à découper le poulet. Devant eux, j'ai coupé les 3 cartes en petits morceaux. Le plastique dur qui craquait a été le seul son dans la pièce. Demain matin, ai-je annoncé en jetant les morceaux à la poubelle. Je vais au marché avec mon argent et je rapporte ce qu'il faut. Et toi, Julien, comment tu vas travailler? Je prends la voiture, a répondu Sophie en se mouchant. Il prend l'Audi. L'Audi ne va pas sortir du parking demain, Sophie. Comment ça? J'ai appelé mon neveu Thierry. Il a une concession de voiture d'occasion. Il passe demain à 9 h évaluer l'Audi. Julien s'est levé d'un bond. Tu vas vendre ma voiture sans ma permission? La voiture est au nom de Sophie. Ai-je montré ma belle-fille qui avait la tête basse. Et Sophie a besoin de calme pour ne pas mourir. Les dettes enlèvent le calme. Cette voiture vaut combien? 50 000? 60 000? 65 000 à l'Argus, a corrigé Sophie indignée. Parfait. 65 000 €. J'ai fait le calcul de tête. Ça rembourse ce que vous me devez pour l'opération. Ça paie les charges en retard. Ça paie l'école des enfants. Et il reste encore de quoi vivre quelques mois sans crever de faim. C'est la seule solution. Je n'accepte pas, Sophie a crié. C'est ma voiture. C'est la seule belle chose que j'ai.
Tu veux m'humilier, tu veux me voir dans la boue. Je me suis approché d'elle. Je me suis mis tout près. J'ai senti l'odeur du parfum cher qu'elle portait encore, mélangée à la sueur de la journée stressante. L'humiliation, Sophie, ai-je dit tout bas, en murmurant. L'humiliation, c'est appeler son beau-père pour lui demander de l'argent pour sauver sa vie, parce qu'on a tout claqué dans un chalet au ski. L'humiliation, c'est être expulsé de chez soi. L'humiliation, c'est avoir l'huissier à la porte. Moi, je te donne la chance de sauver ton nom. La voiture part ou je pars. Si tu ne veux pas, très bien. Je garde mon argent, je prends un taxi et je rentre chez moi manger ma soupe. Le choix est tien, le cerveau est le tien. Sophie a regardé Julien, implorant de l'aide. Chérie, dis quelque chose. La voiture, c'est notre rêve. Julien a levé les yeux. Ils étaient pleins de larmes. Vends, Marcel, vends cette foutue bagnole. Sophie a poussé un cri étouffé et a couru vers la chambre en claquant la porte. On est restés, moi et Julien, dans le salon. Elle va me haïr, ai-je commenté en ramassant les assiettes. Elle va te remercier un jour, a dit Julien. Ou pas. Mais au moins, je serai vivant pour voir. Merci, Marcel, tu as une force que j'ignorais. La nécessité fait la force, fiston. Maintenant, va te coucher. Demain, la journée sera longue. Je l'ai mis au lit, dans la chambre d'amis improvisée, puisque Sophie s'était enfermée dans la suite. Je suis allé au salon, j'ai arrangé le canapé pour que j'y dorme. Je n'ai pas râlé, mon dos tenait le coup. Avant de me coucher, j'ai vu une pile de courriers sur le meuble de l'entrée. C'étaient des lettres, qu'ils n'ouvraient même plus par peur du contenu. Factures, relevés, publicités. Ma curiosité d'auditeur a parlé plus fort. J'ai pris la pile, j'ai commencé à ouvrir une par une. Factures d'électricité en retard, avis de coupure. Internet, avis de réduction de débit. École des enfants, lettre de relance amiable. Mais la dernière lettre était différente. Elle avait un en-tête lourd. Elle venait d'un cabinet juridique immobilier. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution. J'ai lu l'en-tête. Mise en demeure extrajudiciaire de consolidation de la propriété fiduciaire. Mes lunettes ont glissé sur mon nez. J'ai lu la suite. Suite au non-paiement des échéances du crédit immobilier concernant les mois d'octobre, novembre et janvier, le bien sera mis aux enchères publiques dans un délai de 30 jours. Mes mains ont tremblé. Je pensais que le problème, c'était la voiture, les cartes, le train de vie. Mais non, le trou était bien plus profond. Il n'était pas propriétaire de cet appartement. La banque l'était. Et la banque venait le reprendre. J'ai regardé la porte de la chambre où Sophie dormait ou pleurait. J'ai regardé le luxe autour de moi. Tout du sable, tout de la fumée. Ils allaient se retrouver à la rue. Dans 30 jours, la petite famille serait une famille sans toi. J'ai senti un froid dans le ventre, mais juste après, j'ai senti cette chaleur de nouveau, la chaleur de la stratégie. J'avais de l'argent en banque. J'avais 330 000 € restants, après l'opération. La dette de l'appartement devait être élevée, mais la vente aux enchères, c'est la mort du patrimoine. Si je laissais aller aux enchères, il perdrait tout. Si je payais les mensualités en retard, je ne ferais que jeter de l'argent dans un sac percé parce qu'il retarderait encore. Non, j'avais besoin d'un coup décisif, un coup de maître. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans la poche de mon pyjama. Demain, ai-je murmuré au plafond en staff. Demain, Sophie va perdre la voiture, mais elle va découvrir que la voiture est le moindre de ses problèmes. Et moi, je vais faire le plus gros achat de ma vie. J'ai éteint la lumière. Le vieux Marcel, le naïf, aurait prié Dieu de l'aider. Le Marcel de fer a prié en remerciant pour l'opportunité. Demain, je ne serai plus un invité. Demain, je commencerai le processus pour devenir le propriétaire de tout. N'oubliez pas de vous abonner à Les Conseils de Papy et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire. Un pouce bleu m'aide énormément. Et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo, j'adore savoir d'où viennent mes fidèles abonnés. Je me suis réveillé avec le bruit de la pluie fine qui battait contre la baie vitrée du balcon. Il était 5 heures du matin. Dormir sur le canapé d'un appartement de luxe n'est pas confortable.
mais la douleur dans mon dos était moindre que le mal de tête que Sophie et Julien allaient avoir dans quelques heures. Je me suis levé en silence. La maison dormait encore. Je suis allé à la cuisine. J'ai préparé mon café fort dans le filtre en tissu que j'avais apporté dans ma valise, parce que le café de machine à capsule a un goût de plastique et un prix d'or. Pendant que l'odeur du café envahissait cette cuisine stérile, je relisais la lettre de mise en demeure de la vente aux enchères. 180 000 €. C'était le montant pour solder l'arriéré, les pénalités, les intérêts et empêcher la reprise du bien par la banque. Le délai expirait dans 48 heures. Si je ne faisais rien, vendredi, il serait à la rue. L'huissier viendrait, changerait la serrure, et adieu le balcon avec vue sur Paris. J'ai mis la lettre dans la poche de mon tablier, j'ai préparé la table du petit déjeuner. Du pain que j'avais acheté la veille et gardé dans un sac plastique pour qu'il ne durcisse pas, du beurre et du café noir. Pas de jus d'orange en brique, pas de charcuterie hors de prix. À 7 heures, la sonnette a retenti. C'était Thierry, mon neveu, ponctuel comme une horloge. J'ai ouvert la porte. « Salut, tonton Marcel, je viens pour la caisse. »« Que Dieu te bénisse, mon garçon. La clé est là. » J'ai pris la clé de l'Audi sur le comptoir. À ce moment-là, Sophie est sortie de la chambre. Elle avait le visage gonflé d'avoir pleuré toute la nuit. Elle portait un peignoir en soie qui devait coûter plus que ma retraite. « Thierry est déjà là ?» a-t-elle demandé, la voix cassée. « Déjà? Et il va emmener la voiture? » ?»« Déjà. Et il va l'emmener. » Sophie a couru vers le balcon. Elle a regardé en bas, vers la rue, où la voiture gris métallisée était garée. « C'est mon bébé », a-t-elle sangloté. « J'ai tellement travaillé pour cette voiture. »« Tu as travaillé pour payer les intérêts, Sophie, » ai-je corrigé sèchement. « La voiture n'a jamais été à toi, elle était à la banque. Et maintenant, elle va servir à boucher le trou que vous avez creusé. Thierry, tu peux y aller. » Thierry a pris la clé, un peu gêné par les pleurs de sa cousine par alliance, et il est descendu. Sophie est restée sur le balcon à regarder la voiture partir. Quand les feux arrière ont disparu au coin de la rue, elle s'est effondrée par terre, pleurant comme si elle avait perdu un enfant. Je ne suis pas allé la consoler. Je suis resté à table à boire mon café. « Viens manger, Sophie. Ventre vide ne tient pas debout, et aujourd'hui, tu vas avoir besoin de force. » Elle s'est relevée, a essuyé son visage avec le dos de la main et est venue à table. Elle s'est assise avec rage. Julien est apparu peu après, marchant doucement, se tenant la poitrine par réflexe. « La voiture est partie » a-t-il demandé. « Partie » a répondu Sophie sèchement. « Mon père l'a vendue. Content maintenant ? On est des piétons. On est des payeurs de dettes. On est des survivants » a corrigé Julien en s'asseyant. « Merci, Marcel, l'argent tombe quand ? Demain, 55 000 €. C'est ce que Thierry a réussi à négocier pour une vente rapide. »« Parfait, » Sophie s'est animée un peu. « 55 000 €. Ça permet de te rembourser les 50 000 de l'opération, de payer l'école des enfants, les charges en retard. Et il reste encore 5 000 pour souffler un peu, non ? On n'est pas si mal. On s'achète une petite voiture d'occasion, après, et je l'ai laissé faire ses plans. Je l'ai laissé construire son petit château de sable dans sa tête. Quand elle a fini de parler, souriante d'un faux espoir, j'ai sorti la lettre de ma poche. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Le papier a claqué avec un bruit sec sur le bois. « C'est quoi ça ?» a demandé Julien en fronçant les sourcils. « C'est arrivé hier. C'était dans la pile de courrier que vous cachez derrière le vase du salon. » Julien a pris le papier. Il a lu. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait refaire un infarctus là, sur place. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « C'est pas possible. »« Quoi, Julien ?» Sophie a arraché le papier de ses mains. Elle a lu, ses yeux ont parcouru les lignes juridiques. Enchères, expulsion, dette totale. Sophie a lâché le papier comme s'il brûlait. « Non, c'est pas possible. Julien, tu as dit que tu avais renégocié. » J'ai essayé. Julien s'est pris la tête dans les mains. Mais il voulait un apport énorme. J'ai cru que j'allais avoir la prime. J'ai parié que ça passerait. « Le temps !» Sophie a crié. « Le délai expire demain. Demain, Julien, ils vont prendre l'appartement. »
Elle a regardé autour d'elle, les murs décorés, le plafond travaillé. La panique était réelle. Marcel, elle s'est tournée vers moi. Cette fois, il n'y avait plus d'arrogance, il y avait de la terreur. Marcel, on va être expulsés. Tu dois nous aider. J'ai pris une gorgée de café. L'argent de la voiture, 55 000 €. Ça ne couvre pas ça. La dette de la saisie, c'est 180 000. Sans compter les frais. Il manque 125 000 juste pour commencer à négocier. Et l'argent de la voiture ne tombe que demain. Les enchères ferment le système ce soir, à minuit. Tu as de l'argent ? Sophie a attrapé ma main, renversant un peu de mon café. Tu as 300 000 € sur ton compte. Paie, Marcel, paie aujourd'hui. Je te rembourserai après, je le jure. Pour l'amour de Dieu, c'est le toit de tes petits-enfants. Je l'ai regardé dans les yeux. Cette main qui serrait la mienne, cette main avec les ongles faits et les bagues en or. Lâche ma main, Sophie. Elle a lâché, effrayée. Tu veux que je paie 180 000 € aujourd'hui pour sauver votre appartement ? Oui, c'est un prêt. On te paie des intérêts. Vous ne payez même pas les charges de copro, Sophie. Vous n'avez pas de crédit. Vous n'avez pas de parole, ai-je dit calmement. Si je paie cette dette, je me retrouve sans capital. Je dépense presque tout ce que j'ai. Et vous restez propriétaire de l'appartement. Vous continuez à jouer aux riches. Et moi, je reste sans ma sécurité. Mais tu es son père. Un père fait des sacrifices. Un père élève son enfant pour le monde, pas pour être un parasite. Je me suis levé de table. Je ne vais pas payer votre dette. Sophie s'est mise à pleurer bruyamment, un sanglot moche de désespoir. Julien pleurait silencieusement, vaincu. « Alors c'est ça ?» a murmuré Julien. « On va se retrouver à la rue. On va tout perdre. » Je suis resté debout, les regardant tous les deux. C'était le moment, la carte finale. Je n'ai pas dit que j'allais vous laisser à la rue, ai-je dit. J'ai dit que je n'allais pas payer votre dette. Ils ont levé les yeux, confus. Comment ça ? J'ai une proposition commerciale. Je suis allé jusqu'à ma sacoche et j'ai sorti un bloc-notes et un stylo. Je vais à la banque aujourd'hui. Je vais solder cette dette intégralement. 180 000 €. Je vais purger l'hypothèque sur le bien. Oh Marcel, merci. Sophie allait se lever pour m'embrasser. Assieds-toi, ai-je crié. Je n'ai pas fini. Elle s'est rassise, tremblante. Je vais payer, mais en échange, je veux l'acte de propriété. Silence. L'acte de propriété ? A demandé Julien. Oui, je ne vais pas prêter d'argent. Je vais acheter votre appartement. Je paye la dette de la banque et vous transférez la propriété à mon nom. L'appartement devient à moi. À Marcel Durand. Sophie est devenue rouge de colère. C'est aberrant. Cet appartement vaut 800 000 €. Tu veux l'acheter pour 180 000 ? C'est du vol. Tu veux voler ta propre belle-fille. L'appartement vaut 800 000 s'il est sans dette, Sophie, ai-je répondu du tac au tac. Aujourd'hui, il vaut 0 pour vous, parce que demain la banque le prend. Si la banque le prend, elle le vend à n'importe quel prix aux enchères pour couvrir la dette, et vous sortez sans rien. Rien, pas un centime. J'ai respiré profondément et j'ai continué, implacable. Ma proposition est la seule qui vous laisse un toit. J'achète l'appartement, je solde la dette, le bien devient mon patrimoine. En échange, je vous laisse continuer à habiter ici. Comme locataire, a demandé Julien. Comme invité, ai-je corrigé. Parce qu'un locataire a des droits. Des invités qui se conduisent mal, on leur demande de partir. Vous ne paierez pas de loyer, vous paierez seulement les charges de copropriété et les factures de consommation. Mais la maison est à moi, les règles sont les miennes. Et le jour où je ne serai plus là, alors oui, l'appartement vous revient en héritage. Mais seulement si vous le méritez. Sophie me regardait avec haine, une haine pure. Elle se sentait piégée. Tu as planifié ça, tu voulais tout prendre depuis le début. J'ai planifié avoir une vieillesse tranquille, Sophie. Ai-je tapé la main sur la table. C'est vous qui avez planifié le désastre en vivant d'apparence. Je vous offre le salut. C'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, je garde mon argent, je rentre chez moi en Picardie et vous attendez l'huissier demain. Décidez maintenant. J'ai regardé l'horloge au mur. La banque ouvre dans 30 minutes. J'ai besoin de la réponse. Julien a regardé sa femme. Sophie, signe.
Julien, tu vas la laisser prendre notre maison. On a déjà perdu la maison, chérie. Réveille-toi. Julien a crié, la veine du cou saillante. Mon père a raison, c'est la seule chance de ne pas finir sous un pont. Accepte. Ravale ta fierté et accepte. Sophie a encore pleuré, elle a marmonné des insultes à voix basse, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. « D'accord », a-t-elle murmuré. « D'accord. Achète cette foutue baraque. Je n'ai pas souri, je n'ai pas fêté ça. J'ai juste hoché la tête. Parfait. Prenez les documents. On va chez le notaire et à la banque. » Les heures suivantes ont été bureaucratiques et tendues. On est allé à la banque. Le conseiller m'a regardé de travers quand j'ai demandé à faire le paiement de la mise en demeure judiciaire de 180 000 € au comptant, mais l'argent était là. J'ai viré. La sensation de voir mon solde passer de 330 000 à 150 000 € a été physique. Un coup de poing à l'estomac. C'était la sueur de mon père, la sueur de ma vie. Mais quand j'ai pris le reçu de solde, j'ai senti le poids du pouvoir. De là, on est allé chez le notaire. On a fait un compromis de vente et une cession de droit. L'avocat du notaire, un ami de Julien, m'a regardé avec respect. Il a compris qui sauvait qui. Sophie a signé le document en pleurant de rage. Julien a signé avec soulagement. J'ai signé avec fermeté. Marcel Jean Durand. Quand on est sorti de l'étude, il était déjà tard. Le soleil se couchait. On est rentré à l'appartement. On est entré dans le salon, le même salon qu'hier, les mêmes meubles, mais l'énergie était différente. Sophie s'est jetée sur le canapé, épuisée. « Voilà Marcel, satisfait ? La maison est à toi. Tu es le patron maintenant. » Je suis resté debout au milieu du salon, tenant le dossier avec les documents. « Ne m'appelle pas patron, Sophie. Respecte-moi comme ton beau-père et comme le propriétaire de la maison où tu vis par faveur. » Je suis allé jusqu'au balcon avec vue sur Paris, j'ai ouvert la baie vitrée. Le vent du soir est entré. Et j'ai encore une nouvelle, ai-je dit en regardant la ville illuminée. « Quoi encore ?» a demandé Sophie, déjà à bout de force. « L'argent de la voiture qui tombe demain, 55 000 €. Oui, au moins ça il nous reste. Il ne vous reste rien. » Je me suis retourné vers eux. Cet argent arrive sur mon compte. « Quoi ?» Sophie s'est levée. « Tu as déjà pris la maison. Tu veux l'argent de la voiture aussi ? J'ai dépensé 180 000 € aujourd'hui, plus 50 000 de l'opération. Total, 230 000 € investis en vous. L'argent de la voiture va éponger cette dette. Il vous restera encore 175 000 € à me devoir, mais ces 175 000, je les annule. Considérez ça comme la remise de famille. » Sophie s'est laissée tomber sur le canapé, bouche bée. « Tu nous as lessivés, tu as tout pris. Je vous ai enlevé le poids des dettes des épaules, ai-je dit, sérieux. Maintenant, vous êtes à zéro. Sans voiture, sans maison à votre nom, mais sans dette et sans intérêt qui vous ronge le foie. Vous avez la chance de repartir de zéro, travailler, prendre le métro, économiser du vrai argent. Et peut-être, un jour, racheter vos affaires. Mais cette fois au comptant. » Julien s'est mis à rire. Un rire nerveux mais sincère. « C'est un génie, Sophie. Mon père est un génie. On était enlisés dans la boue jusqu'au cou. Il nous a sortis de la boue, nous a passés au jet d'eau froide et mis à sécher au soleil. Ça fait mal, mais ça nettoie. » Sophie n'a pas ri. Elle me regardait avec un mélange de peur et d'admiration forcée. « Les règles continuent ?» a-t-elle demandé. « Plus forte que jamais, ai-je répondu. Demain, je veux voir le tableau des dépenses du mois. Et samedi, tu viens avec moi au marché de Belleville apprendre à choisir les légumes de saison. » « Oui, monsieur, » a répondu Sophie en prenant sa fourchette. Le dîner s'est poursuivi tranquillement. La nourriture simple n'avait jamais eu si bon goût. Plus tard, quand tout le monde est allé se coucher, je suis resté au salon. J'ai éteint les lumières, j'ai ouvert la porte vitrée du balcon, avec vue sur Paris, celui dont Sophie était si fière et qui maintenant était à moi. Je me suis assis dans le fauteuil design, j'ai mis mes pieds sur le pouf, j'ai pris le reste du vin que Julien avait ouvert et oublié sur la table. Je me suis servi un verre. J'ai regardé la ville en bas, des milliers de lumières.
Quelque part là-dedans, il y avait ma petite maison de Picardie, fermée à clé et en sécurité. Et ici, j'étais là, dans l'appartement parisien, propriétaire de tout. Je n'ai pas eu envie que quelqu'un me prenne dans ses bras. Je n'ai pas eu envie d'entendre « Je t'aime, papy ». Ce que je ressentais était bien mieux, de la satisfaction. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du balcon. Un monsieur aux cheveux blancs, aux mains abîmées, portant un pantalon en velours bon marché. Mais le reflet me montrait un roi. Il voulait une petite famille. Eh bien, ils l'ont eue. La famille est maintenant petite, effectivement. C'est moi qui commande, et eux qui obéissent. J'ai pris une gorgée du vin cher. Il était bon, mais il avait un goût de victoire. « C'est le père Marcel !» ai-je trinqué avec moi-même. « Qui l'eût cru ?» Le vieux à la soupe est devenu le propriétaire de l'appartement parisien. J'ai souri, un sourire en coin, malicieux et froid. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le groupe familial sur WhatsApp, celui où il ne me répondait jamais. J'ai tapé un message « Demain, le petit déjeuner est à 7 heures pile. Qui est en retard n'aura rien. Et Julien, n'oublie pas de faire la vaisselle du dîner avant de te coucher. Bonne nuit. » J'ai vu les 2 coches bleues de lecture apparaître immédiatement. Personne n'a répondu, mais j'ai entendu, du fond du couloir, le bruit du robinet de la cuisine qui s'ouvre et de la vaisselle qu'on lave. J'ai fermé les yeux et j'ai profité de la brise du soir. L'ordre était rétabli. Mais le test final était encore à venir. Le téléphone du salon a sonné. J'ai entendu Sophie répondre. « Allô ? Ah, bonjour, maman, vous rentrez d'Italie demain ? Ah, d'accord. Le dîner ? Non, non, tout va très bien. On vous attend. Oui, c'est parfait. » Je l'ai entendu raccrocher et parler à Julien, paniqué. « Mes parents arrivent demain. Ils veulent venir dîner. Ils vont voir qu'on n'a plus de voiture, qu'on mange de la nourriture de pauvres, avec mon beau-père qui commande tout. Ma mère va me détruire. » J'ai souri dans le noir de ma chambre. Ah, Madame Madeleine et Monsieur Henri, les vrais riches. Ceux qui ont humilié Sophie toute sa vie avec leur sophistication poussant ma belle-fille à avoir honte de ses propres origines. Ils venaient dîner, pensant trouver la famille qui réussit. Ils ne savaient pas qu'ils allaient trouver le père Marcel, et j'avais une réception très spéciale prévue pour eux. Il n'y aurait pas de risotto au homard. Il y aurait la réalité. Et j'avais hâte de voir leur tête quand ils découvriraient qui était le vrai propriétaire de l'appartement. Le jour du dîner s'est levé, avec une tension qui semblait couper la peau. Sophie marchait dans l'appartement comme une poule affolée, traînant ses pantoufles, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré pour la perte de la voiture et de la maison. Julien, au moins, semblait résigné. Qui échappe à la mort apprend à apprécier l'air qu'il respire, même si l'air est dans un appartement qui n'est plus à lui. Et moi, j'étais à la cuisine en train d'éplucher des pommes de terre. « Marcel, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sophie est entrée dans la cuisine en se rongeant les ongles. « Mes parents arrivent à 20 heures. J'avais pensé commander ce rôti de bœuf qu'ils aiment. »« Tu n'as pas de carte bleue pour commander quoi que ce soit, Sophie ?» ai-je répondu, sans quitter la pomme de terre des yeux. Et je ne vais pas dépenser mon argent pour de la nourriture de restaurant cher, destinée à des gens qui ne se sont même pas donné la peine d'appeler quand leur gendre était en soins intensifs. Mais Marcel, c'est Monsieur Henri et Madame Madeleine. Ils ont le palais fin. Je ne peux pas servir n'importe quoi. On va servir du bœuf bourguignon, du riz blanc bien cuit, des haricots verts et une salade de mâche. Du bœuf bourguignon ? Sophie a failli tomber. De la nourriture de bistrot. Marcel, ils reviennent d'Italie. Ils mangent du carpaccio et des pâtes fraîches. Eh bien, aujourd'hui, ils vont manger ce qu'on leur sert, ai-je dit fermement. C'est de la viande mijotée, mais dans mes mains, elle vaut celle d'un grand chef. Et s'ils se plaignent, le Quick est au coin de la rue. Sophie est sortie en soufflant, mais elle a obéi. Elle n'avait pas le choix. Elle savait que j'avais la clé du coffre et l'acte de propriété du toit au-dessus de sa tête. À 19h30, Julien est apparu dans le salon, habillé d'une vieille chemise, mais repassée. « Marcel, a-t-il commencé, un peu gêné, mon beau-père, il est un peu difficile. Il va poser des questions sur l'entreprise, sur l'argent. Laisse-le poser ses questions, Julien. La vérité est un remède amer, mais elle guérit. Le mensonge est doux, mais il fait pourrir les dents.
Aujourd'hui, on arrache les dents pourries de cette famille. À 20 heures pile, la sonnette a retenti. Sophie a pris une grande inspiration, a arrangé ses cheveux qu'elle avait dû coiffer elle-même puisque le coiffeur avait été supprimé et a ouvert la porte. Le parfum de Madame Madeleine est entré avant elle. Une odeur forte sucrée de choses importées. Elle est entrée en agitant ses bracelets en or, suivie de Monsieur Henri qui gardait ce nez en l'air, de celui qui pense que le sol n'est pas digne de ses chaussures. Mais chérie, Madeleine a fait la bise mais n'a pas embrassé. Elle a fait des bisous dans le vide. Vous nous avez manqué. Le voyage était divin. Vous devez voir les photos. Ah, Julien, tu as une mine affreuse, mon fils. C'était quoi cette indisposition dont on a parlé dans le groupe? C'était un infarctus, belle maman. J'ai failli mourir. Mon Dieu! Crache par terre pour conjurer le sort. Madeleine a agité la main. Mais c'est passé, non? Tu es à la maison. Tu vas bien. Henri, où est le vin qu'on a rapporté? Henri a tendu une bouteille à Sophie. Un grand cru. On l'a gardé pour fêter le succès de votre cabinet. À propos, où est la climatisation? On étouffe ici. Elle est éteinte, ai-je dit, sortant de la cuisine avec le plat de bœuf bourguignon fumant dans les mains. Madeleine m'a regardé. Son sourire a disparu sur le champ. « Ah, vous êtes là !» a-t-elle dit avec ce ton de mépris poli. « Sophie, tu as fait venir ton beau-père pour aider au ménage. Quelle bonne idée! C'est tellement difficile de trouver une femme de ménage de confiance de nos jours. » Le silence dans la pièce a été mortel. Sophie est devenue blanche. Julien a baissé la tête. J'ai posé le plat sur la table calmement. Je me suis essuyé les mains sur le tablier. « Bonsoir, Madame Madeleine. Monsieur Henri, » ai-je dit en les regardant dans les yeux. « Asseyez-vous. Le dîner est servi. » Le dîner? Henri a regardé le plat de bœuf bourguignon comme si c'était de la nourriture pour chien. « Du ragoût? Sophie, ma chérie, on pensait qu'on allait manger ce poisson que tu fais d'habitude. Assieds-toi, Henri. » Ma voix n'était pas une invitation, c'était un ordre. Ils se sont regardés, choqués par mon audace. Mais la faim et le choc les ont fait s'asseoir. Je me suis assis en bout de table, la place de Julien, la place d'honneur. « Servez-vous » ai-je ordonné. Ils se sont servis de petites portions en fronçant le nez. Alors, Henri a essayé de lancer la conversation en m'ignorant. « Julien, j'ai vu que la place au parking est vide. Tu as envoyé l'Audi chez le carrossier. Tu l'as fait blinder ?» Julien a arrêté sa fourchette en l'air. Il m'a regardé, j'ai continué à manger tranquillement. « Je l'ai vendu, beau papa. »« Vendu ?» Henri s'est étranglé avec la pomme de terre. Comment ça, vendu? Cette voiture était le symbole de ta réussite. Vous la changez pour un modèle supérieur, une Porsche? Non, monsieur. On l'a vendue pour payer des dettes. Des dettes? Madeleine a lâché ses couverts. Le bruit du métal sur l'assiette a été fort. Quelle dette? Vous gagnez des fortunes. Sophie passe son temps à poster des sacs, des voyages. Qu'est-ce qui se passe? On a fait faillite, maman. Sophie a parlé, la voix tremblante mais décidée. On est ruiné, les cartes ont explosé, la banque est venue réclamer, l'école des enfants est en retard. Le voyage à Courchevel, c'était tout à crédit, on n'avait pas un euro en poche. Henri est devenu rouge de colère, pas d'inquiétude, de colère. « Comment osez-vous » a-t-il sifflé. « Comment osez-vous entacher le nom de la famille? J'ai toujours dit que vous deviez maintenir le standing, l'apparence. » C'est un comportement d'incapable. Et pourquoi ne nous avez-vous pas demandé de l'aide? Parce que vous étiez en Italie à poster des photos de champagne, a explosé Julien. Et quand Sophie a appelé pour demander du secours pour l'infarctus, votre téléphone était éteint. On était en vacances, s'est défendue Madeleine. Et un infarctus? Enfin, il y a la mutuelle. La mutuelle était suspendue faute de paiement. Je suis intervenu. Ma voix a coupé la discussion comme un rasoir. Ils avaient besoin de 50 000 € pour l'opération sur le champ. Content. Sinon Julien mourrait sur la civière. Henri s'est tourné vers moi furieux. « Et vous, qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Vous êtes venu donner votre avis sur le malheur des autres? Je suis venu payer la facture que vous n'avez pas payée, ai-je répondu. J'ai payé l'opération. J'ai payé l'hôpital. J'ai payé l'infirmière. » Madeleine a ri. Un rire nerveux et moqueur.
Vous? Avec quel argent? Votre retraite? Ne me faites pas rire, monsieur Marcel. 50 000 euros, c'est de l'argent de grande personne. J'ai ouvert ma sacoche qui était accrochée à ma chaise. J'en ai sorti le compromis de vente de l'appartement et le reçu de solde de la banque. Je les ai jetés sur la table, juste devant l'assiette de bœuf bourguignon de monsieur Henri. Lisez, ai-je dit. Henri a pris les papiers. Il a ajusté ses lunettes de vue. À chaque ligne qu'il lisait, sa main tremblait davantage. C'est impossible, a-t-il bégayé. Solde de crédit immobilier, transfert de propriété, Marcel Jean Durand. Il a levé les yeux, blême. Vous avez acheté leur appartement? J'ai acheté. La banque allait le saisir hier pour dette de 180 000 euros. Je suis allé là-bas, j'ai tout soldé comptant et j'ai fait transférer l'acte à mon nom. L'appartement m'appartient, du sol au plafond, des murs aux meubles. Tout ce que vous voyez ici est à moi. L'appartement est à vous? Madeleine a demandé, la voix s'éteignant. À moi, du premier au dernier centimètre carré. Tout ce que vous voyez ici est à moi. Henri a lâché le papier. Il a regardé son gendre avec dégoût. Tu as vendu ta maison à ton beau-père, tu es devenu un parasite chez ton beau-père, Julien, tu n'as pas honte? J'avais honte quand je devais à la banque, beau papa, a répondu Julien. Maintenant, j'ai un toit. Marcel a sauvé ma famille. Il a fait ce que vous, avec tous vos millions, n'avez jamais fait. Il s'est occupé de nous. Il s'est occupé de tout prendre, oui. Henri a tapé sur la table. C'est une escroquerie. Il a profité de votre fragilité. Je me suis levé lentement, avec le calme de celui qui tient l'arme chargée. Une escroquerie, monsieur Henri? C'est élever un enfant pour qu'il soit inutile, et ensuite venir réclamer du succès, ai-je dit. Je n'ai rien pris. J'ai sauvé le patrimoine d'aller à volo. Et il y a autre chose. J'ai marché jusqu'à la baie vitrée et j'ai montré la vue sur la ville. À partir d'aujourd'hui, les règles dans cette maison ont changé. Ici, l'arrogance n'entre plus. Ici, le gaspillage n'entre plus. Et ici, les gens qui jugent selon ce qu'on a dans la poche n'entrent plus. Vous êtes les bienvenus pour rendre visite, pour voir les petits-enfants. Mais en tant que visiteurs, en respectant le propriétaire de la maison, et le propriétaire de la maison, c'est moi. Si vous n'aimez pas la nourriture, ou la chaleur, ou ma présence, la porte de la rue est la bienvenue. Madame Madeleine était bouche bée. Elle n'avait jamais, de toute sa vie de bourgeoise, été remise à sa place par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. Henri s'est levé, ajustant sa veste. « Je ne vais pas rester ici à me faire insulter par ce monsieur. Viens, Madeleine. Sophie, quand tu auras retrouvé la raison, appelle-moi au bureau. » Sophie n'appellera personne, ai-je prévenu. Sophie va travailler, prendre le métro et économiser de l'argent pour payer ce qu'elle doit. Elle est maintenant une adulte, pas la petite fille à papa. Henri a soufflé et s'est dirigé vers la porte. Madeleine l'a suivi, mais elle s'est arrêtée un instant. Elle a regardé la table, le bœuf bourguignon. Elle a regardé Sophie, qui avait la tête basse, mais qui tenait la main de son mari. Pour la première fois, Madeleine a vu que sa fille n'essayait plus de l'impressionner. Sophie essayait de survivre. Ils sont partis. La porte a claqué. Le silence est revenu dans la pièce, mais cette fois c'était un silence léger. Julien a relâché l'air qu'il retenait dans ses poumons. « Mon Dieu, tu as mis mes beaux-parents dehors. »« J'ai mis leur mauvaise éducation dehors, » ai-je corrigé en me rasseyant. « La viande refroidie. Mangez. » Sophie m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle n'est pas venue m'embrasser. Elle savait que je ne voulais pas de câlin. Je voulais de la tenue. « Marcel, a-t-elle dit, tu as été incroyable. J'ai été nécessaire. » Ai-je coupé le compliment. « Maintenant, mange. Et demain matin, Sophie, je te veux debout à 6 heures. On va vider cette pièce de débarras et organiser les dons. Il y a plein de vêtements de marque là-dedans qui ne servent à rien. On va les vendre au dépôt-vente et faire de l'argent pour les courses de la semaine. »« Oui, monsieur, » a répondu Sophie en prenant sa fourchette. Le dîner s'est poursuivi tranquillement. La nourriture simple n'avait jamais eu si bon goût. Plus tard, quand tout le monde est allé se coucher, je suis resté au salon.
J'ai éteint les lumières. J'ai ouvert la baie vitrée du balcon avec vue sur Paris, celui dont Sophie était si fière et qui maintenant était à moi. Je me suis assis dans le fauteuil design, j'ai mis mes pieds sur le pouf. J'ai pris le reste du vin que Henri avait apporté et oublié sur la table. Je me suis servi un verre, j'ai regardé la ville en bas, des milliers de lumières. Quelque part, là-dedans, il y avait ma petite maison de Picardie, fermée à clé et en sécurité. Et ici, j'étais là dans l'appartement parisien, propriétaire de tout. Je n'ai pas eu envie que quelqu'un me prenne dans ses bras. Je n'ai pas eu envie d'entendre « Je t'aime, papy ». Ce que je ressentais était bien mieux, de la satisfaction. J'ai regardé mon reflet dans la vitre du balcon. Un monsieur aux cheveux blancs, aux mains abîmées, portant un pantalon en velours bon marché. Mais le reflet me montrait un roi. Il voulait une petite famille. Eh bien, ils l'ont eue. La famille est maintenant petite, effectivement. C'est moi qui commande, et eux qui obéissent. J'ai pris une gorgée du vin cher. Il était bon, mais il avait un goût de victoire. C'est le père Marcel, ai-je trinqué avec moi-même. Qui l'eût cru? Le vieux à la soupe est devenu le propriétaire de l'appartement parisien. J'ai souri, un sourire en coin, malicieux et froid. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le groupe familial sur WhatsApp, celui où il ne me répondait jamais. J'ai tapé un message. Demain, le petit déjeuner est à 7 heures pile. Qui est en retard n'aura rien. Et Julien, n'oublie pas de faire la vaisselle du dîner avant de te coucher. Bonne nuit. J'ai vu les 2 coches bleues de lecture apparaître immédiatement. Personne n'a répondu, mais j'ai entendu, du fond du couloir, le bruit du robinet de la cuisine qui s'ouvre et de la vaisselle qu'on lave. J'ai fermé les yeux et j'ai profité de la brise du soir. L'ordre était rétabli. Mes amis, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Les Conseils de Papy, si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Marcel. A-t-il eu raison d'agir ainsi ou est-il allé trop loin? Et surtout, dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. J'adore lire vos messages. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Les Conseils de Papy. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez jamais, le respect, ça n'a pas de prix. Very, very good games. Welcome to the stream, by the way, dude. This dude hit me. They're both definitely as good as each other. Well, kind of. I feel like this one has a lot of better aspects, and the other one has good ones too. Oh shit. Oh, there it is. Down the bottom. Oh, I'm dead. Gotcha. It's okay. Fucking hell. Those things are fucking annoying. That's what killed me too. Yeah. Great. Nothing. Now we go to the other one. Oh yeah, definitely play both. They are very much worth playing, man. I promise you. I'm not usually one to recommend $90 price tag games, but Dying Light 2 is worth the price tag. I will say though that it doesn't have an audio bug, that if you're playing with friends, they won't be able to play with you after you finish the game ends. Because the audio is completely broken, they haven't patched it yet, so the only thing I can do is really wait for them to patch that. You won't have that problem if you're playing solo. Did you fall or sneeze? I fell. Oh. Thought I was gonna fall into the water. Just not happy. Fuck off! What the fuck just hit me? Threw a rock at me. Shit. These fuckers again. Oh, fuck, okay. Good night. They're so easy now! No, we don't have broken weapons. He charged into a barrel!
What the fuck, bro? That zombie just threw a fucking stick at me. He threw his weapon. I didn't know that was a thing. I didn't know that was a thing. Oh my god, that thing is 460 damage. What the fuck did he... Yes, fucking finally. Finally? Got it. Took us like Savvy, no I got time! the key card. Great. Now go to the substation. It's close to the antenna mast, inside the fence. Use the card to get inside. Oh, as in finally found the key card. Got it. This gun is so strong. How do you feel about the fact that this game has guns and it makes it a lot easier? I think it's okay because the zombies are harder to kill in here than the other one. That's fair. Like, I feel like we don't struggle at all in Dying Light 2 with killing Yeah, things. that's true. Even Both with sides. not overpowered weapons. Like, Damn. everything, we like 1 or 2 shot everything. I will say Dying Light 1 seems to be the harder game. Way harder. Yeah. And maybe they'll fix that. Like, maybe they'll scale it better, but Maybe the harder difficulty. I don't know. true. And that's it. The fact that we were on normal on both, you know. Yeah. How are we getting? My skin is so fucking dry. Bro, Jesus Christ. And this is main quest, right? Not, side? Sorry, what? Is this main quest or side quest? This is main quest. I haven't found any other side quests around yet. Oh, yeah. I wasn't sure. Oh. How do I open that? Oh yeah? Oh yeah, were you wanting to play for the DLC as well? Like the one that I got, because I don't have the other one. Probably it's not that good anyway. I'm down for whatever. I don't know anything about it, to be honest, so. Okay. Well, that's just rude. Just putting my Then we skill gotta in. climb this thing. That fucking Eiffel Tower over here. Yeah, but we got grapples. That we can't use. Sure. Of course not. Oh no! Love that! Oh, What? alright. Fuck. What's it? Why won't you let me grapple? Confusion? You got it. Nice. Nope. Huh? That didn't work. I don't think so. I don't think I'm meant to be there. You can grapple in that light, but I don't think that's the way to go. Oh yeah, you can't climb it. Ow! I just don't know where else you'd go. What? Why? Okay. Oh. Zabby, I'm in. Oh, Okay, good. We didn't talk about it. Turn on the transformer. it's okay. Holy shit. Oh Now my it's off. god!